Thierry Spencer, bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Ça va bien. Merci d'être venu nous parler d'un sujet qui nous concerne tous, qui est le salon professionnel de la profession de la relation client, Oui. qui s'appelle Stratégie Client. Oui, qui était anciennement le salon des centres d'appel, le CK. D'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui l'appellent le CK. Oui, c'est rigolo d'ailleurs qu'on n'arrive pas forcément à imposer un changement de nom. Ah, mais c'est un signe des temps, c'est-à-dire que ne serait-ce que le changement de nom de ce salon est aussi un signe des temps. On dépasse la frontière des centres d'appel pour aller vers tous les canaux de la relation client. Donc fatalement, le salon stratégie client, c'est pas mal. Et puis le stratégie client, c'est un bon nom, même au-delà encore de la relation client. D'ailleurs, ça fait penser au livre de Pierre Vol, hein, le président de l'Association française du marketing et professeur à Dauphine aussi. Il a écrit un livre qui s'appelle Stratégie client. Ce qui est bien, le propos qui nous agite tous. Alors pourquoi c'est toi qui viens nous en parler? C'est parce qu'il y a eu un événement, c'est qu'on a un pilier de ce salon, qui est Isabelle, qui a animé et construit les programmes de conférences. Pendant des années, ouais. Qui t'a passé le relais pour cette année. Alors elle est partie parce qu'elle a créé sa start-up, donc encore un autre signe. Ah oui, c'est infernal. Et donc, toi, tu prends un bateau qui est en marche, avec des principes, des fonctionnements, des règles du jeu, etc. Pourquoi c'est toi? Pourquoi tu as accepté? Quel est ton challenge dans cette opération? Alors ça fait des années que je collabore avec Isabelle en l'occurrence, et puis avec Tarsus, l'organisateur du salon Stratégie Client, donc soit comme animateur de table ronde ou conférencier. Donc, je pense que c'est ma position d'observateur, hein, c'est sous ma casquette de blogueur pour le blog Sens du Client. C'est sous cette casquette que je suis organisateur de ces rencontres et de ces conférences. Et donc te voilà en charge d'un programme à construire. Quelles questions on se pose quand on doit fabriquer un programme? Bien, déjà, on ne le fait pas tout seul. Donc, j'ai réuni autour de moi un certain nombre d'experts ou de personnalités, en l'occurrence représentant soit l'Association française du marketing, soit l'Association française de la relation client, puis Relation Client Magazine, et puis quelques personnalités aussi, le président de l'Institut national de la relation client. Donc, autant de personnes à qui j'ai soumis un certain nombre d'idées. Et puis au fur et à mesure, ça s'est raffiné, et puis on en a fait des grands thèmes. Alors le premier thème est un thème qui est géré par l'Association française de la relation client, c'est la première plénière, qui elle va être un focus sur des innovations, et particulièrement avec le témoignage de start-up. D'accord, donc la relation client vue par les start-up. Oui, c'est pas mal parce qu'en fait, on entend un peu toujours les mêmes personnes, parce que nous tous, en tant que professionnels de la relation client, on sait quelles sont les grandes entreprises emblématiques du secteur qui parlent toujours de leur relation client, même si elles sont très innovantes. Et donc c'est une bonne idée de la part de la FRC et puis du salon stratégie client que d'avoir fait la plénière d'ouverture dont le thème est le client dans une économie éclatée. Donc c'est donner la parole à Blablacar par exemple, qui est quand même qui a dépassé le stade de la start-up, hein, qui est une grande entreprise qui a du succès aujourd'hui, et puis voir quel est leur point de vue aussi sur la relation client, qui sont souvent des pure players d'Internet, comment ils envisagent toutes les transformations du secteur. Qui, juste heureux, la plupart du temps, ne sont pas tellement multicanaux. Non, ils sont assez monocanal, et avec des très grandes réticences à s'ouvrir aux autres canaux qui sont réputés coûter plus cher. C'est fatalement quand on crée un modèle comme Blablacar, qui est anciennement covoiturage.fr, hein, donc le modèle parfait, c'est un modèle qui se déploie très rapidement sur Internet, qui offre des fonctionnalités fantastiques, et qui pourtant, dont l'activité principale est dans le monde réel. Hein. C'est une plateforme de mise en relation qui fait tout. La beauté de Blablacar, c'est d'inspirer la confiance à ses utilisateurs. Hein. Mes filles sont utilisatrices de Blablacar, mon beau-frère est utilisateur de Blablacar, donc j'ai tout autour de moi des clients satisfaits. C'est vrai que c'est un très bon exemple qui sert un peu à toutes les sauces, parce que c'est vrai que quel que soit l'angle sur lequel on regarde cette initiative, ça fonctionne.
Et donc c'est vraiment le signe d'une entreprise qui s'est repensée et qui a réinventé carrément un modèle. Oui, et les principes de management, quand on écoute le président de Blablacar, en fait, il a des principes de management et des vraies convictions sur la relation client. Mettre le client au cœur du système, c'est pas simplement une espèce de slogan vide de sens chez eux. Donc il y a vraiment une co-construction, une collaboration et puis vraiment la volonté sans cesse d'améliorer l'expérience du client. Alors une plénière centrée sur les startups, ça c'est le premier pôle. Sur l'innovation et plus généralement sur l'économie éclatée, sur l'économie de partage, sur la réinvention d'un certain nombre de modèles dans certains secteurs d'activité. Donc voilà, c'est le thème de la première conférence. Donc ça c'est quelque chose que tu fais en collaboration. Alors, ensuite, des ateliers, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a changé par rapport à 2014 dans le domaine de la relation client, ou qu'est-ce qui va changer, qu'est-ce que les entreprises doivent prendre en compte qui est nouveau, c'est ce qu'on vient découvrir dans un salon professionnel. Oui, parce que la principale motivation d'un visiteur d'un salon comme celui-ci, qui est quand même la grande rencontre dans le domaine de la relation client en France, c'est déjà de se tenir au courant des innovations, donc faire le tour des stands et puis voir un petit peu si on est parfaitement en phase avec les nouvelles innovations, si on ne trouve pas des idées, si les solutions qu'on a choisies sont bonnes aussi. Oui. Et puis c'est aussi faire du networking, on pense à tous ceux qui sont dans des entreprises qui vivent des moments difficiles, donc on vient aussi pour laisser sa carte de visite en se disant peut-être que l'année prochaine la carte de visite sera un CV. En tout cas ça c'est du networking, donc ça existe. Et puis on vient aussi pour écouter donc et s'inspirer si je puis dire, et prendre exemple sur des entreprises ou alors revenir avec des convictions. C'est le cas quand on assiste à une conférence plénière finalement, c'est que on écoute des patrons d'entreprise, des directeurs ou des directrices de la relation client qui viennent témoigner de leurs difficultés ou de leurs réussites. Et puis on se dit, finalement, je suis pas si mal. On vient pour se comparer, on vient pour benchmarker, on vient pour apprendre. Et est-ce qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'un des enjeux des entreprises classiques, qui sont souvent les acteurs qu'on entend, avec la peur qu'ils peuvent avoir de se faire uberiser, selon la formulation de Maurice Lévy. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans la relation client de se faire uberiser ? Se faire uberiser, c'est d'être dans une position dominante sur un marché, d'avoir un système d'information qui date de Mathusalem, et puis tout à coup voir un acteur seul sur une niche qui arrive sur votre marché et puis qui construit une relation complètement différente, qui est beaucoup plus agile, qui propose des nouvelles fonctionnalités aux clients, et donc tout à coup on est effectivement face à... Ça peut bouleverser un modèle économique entièrement d'un secteur. Donc je pense que tout le monde est à l'affût. Et au-delà de l'ubérisation, en faisant référence au site Uber, en disant que finalement les grandes entreprises doivent aussi s'inspirer des startups. C'est ce qu'on voit d'ailleurs, notamment j'écrivais dans mes tendances, les 10 tendances du sens du client 2015, j'écrivais à propos du client le client sera marketeur. On fait aujourd'hui collaborer de plus en plus les clients et aussi les collaborateurs. Donc il y aura j'imagine, des entreprises qui vont nous expliquer comment elles ont pratiqué ça. Oui, il y a une table ronde qui est sur ce sujet en particulier. Ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, des grandes entreprises, soit elles n'ont pas une assez grande agilité pour développer elles-mêmes des outils de co-construction, des communautés avec les clients ou avec les collaborateurs pour créer. Donc qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles s'associent avec des startups. Ça a été le cas d'Auchan, par exemple, qui s'est associé avec une startup américaine qui s'appelle Quirky. Qui est dans la collaboration, dans la co-création de nouveaux produits qui sont inventés par des clients, qui sont ensuite soumis à un vote, et puis ensuite prototypés, et puis ensuite commercialisés. Et celui qui a inventé le produit touche une partie des ventes. Alors, je crois que cette collaboration a cessé il y a quelques mois, mais Auchan a grandi, en apprenant d'une minuscule entreprise qui est outre-Atlantique. Donc c'est ce que font beaucoup d'entreprises, elles viennent aussi apprendre. De toute façon, on voit que même des entreprises comme Facebook se prémunissent contre
la sénilité en quelque sorte, ou la rigidification, en se portant acquéreur parfois des sommes qui paraissent délirantes, de start-up plus jeunes qu'elles, alors qu'elles sont elles-mêmes pas très vieilles. Ouais, c'est l'injection de cellules. Et voilà, et dire je vais plus vite en faisant l'acquisition de gens qui pédalent encore plus vite que moi et que je vais intégrer. Et voilà, comme Amazon avec Zappos. Ouais. Mais ce qu'on voit, c'est qu'on a l'impression qu'en France, c'est un modèle qui ne fonctionne pas encore très bien, que les acquisitions de start-up très performantes à des prix extrêmement élevés, ça ne se pratique pas par les grands groupes français. Donc c'est vrai que c'est aussi un des sujets sur lesquels ça sera intéressant de voir comment, parce que ça on le voit sur les nouveaux modèles de développement, sur la partie relation client, on imagine qu'il va y avoir l'aspect digitalisation de la relation client avec des canaux comme le téléphone qui sont des canaux historiques, qui sont un petit peu en compétition, de plus en plus avec un balotage défavorable par rapport à des canaux un peu plus froids et où on joue le self-care que sur Internet. Donc ça aussi, j'imagine que ça va être au programme, qu'on va beaucoup parler de l'humain contre le digital et la mixité des deux. Oui, c'est le grand sujet. Le thème principal du salon, c'est le client en mouvement. Et effectivement, arriver à le saisir au travers des données, par exemple. Donc on va aborder évidemment la maturité des entreprises dans l'usage des données, mais on va aussi aborder le parcours du client. Donc un parcours qui est devenu aujourd'hui multicanal. Le parcours est devenu multicanal, mais le client ne voit qu'un seul canal. Donc comment réconcilier ces deux visions? Donc il y aura des témoignages. Alors il y a deux grandes nouveautés cette année, et j'en suis pas peu fier, c'est qu'il y a davantage de femmes qui vont témoigner. Donc il y aura une mixité sur les tables rondes. On entend souvent dans les remises de prix ou dans des manifestations professionnelles qu'il y a davantage d'hommes en costume cravate que de femmes. Là, il y aura une mixité, donc c'est plutôt une bonne chose. Deuxièmement, on dit souvent, oui, mais vous parlez toujours d'exemples de B2C, mais jamais d'exemples de B2B. Donc là, il y aura presque à chaque conférence, il y aura un représentant du secteur de la vente ou des services aux professionnels. Donc pour donner un autre éclairage, et puis pour voir aussi que finalement, eh bien, il y a une convergence souvent de problématiques entre les domaines du B2B et les domaines du B2C. Alors la première grande plénière, suivant celle de la FRC, c'est faire face aux clients en mouvement. Donc là, on aura le témoignage du président de Big Mac France. Donc voilà, une enseigne de distribution qui s'adresse aux professionnels et aux particuliers. Il y aura aussi Marie-Frédérique Germain, qui est directrice marketing et multicanal de Chris, l'enseigne qu'on connaît bien. Et puis il y aura Hayati Ulutas, qui est le directeur de la relation client de Staples, qui est un géant mondial de la vente aux professionnels à distance. Donc l'équipement de bureau. Donc là on a trois points de vue très différents de gens qui sont aux commandes de la relation client de leur entreprise et qui vont nous parler comment est-ce qu'ils font face au défi de connecter les canaux qui deviennent de plus en plus synchronisés et puis qui s'hybrident de plus en plus. Et en fait, pour répondre à ta question tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui change entre l'année dernière et cette année? Je dirais qu'on assiste quand même à on voit dans les discours une plus grande maturité des entreprises. Et en fait, j'en veux pour preuve le podium de la relation client de TNS Sofres et Bearing Point qui a eu lieu il y a quelques semaines. Et j'ai écrit un billet sur mon blog à ce sujet, pas plus tard que ce week-end, où en fait, en réécoutant toutes les interventions des grands gagnants sur scène, je me disais, voilà, des dirigeants qui commencent à être un petit peu plus sereins, à être un petit peu plus matures, moins anxieux par rapport à la relation client multicanal. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, on agitait le chiffon rouge d'Internet en disant je ne sais pas ce que ça va faire, tous les clients vont y aller, ça va bouleverser mon modèle. Donc on sent une relation plus apaisée. On sait à quoi sert Internet, on sait comment enrichir maintenant le face-à-face, on sait comment manager le téléphone, même si les défis sont considérables dans tous les canaux, mais j'ai l'impression que les discours sont plus matures. Donc cette année, je pense qu'on aura des témoignages de gens qui sauront davantage ce que pèse, si je puis dire, chaque canal, avec une meilleure connaissance des clients. Alors il y a encore évidemment des sources
des sources d'amélioration, hein. Évidemment les données, la gestion des données, Et puis l'idée aussi que c'est une ressource et pas un coût. Et difficile à faire passer dans la conjoncture actuelle. Les données, la gestion des données. Non, les clients. Les clients, oui. La gestion des clients, c'est que... Ça, on voit dans toutes les entreprises qui témoignent, dans toutes les entreprises qui gagnent. Je parlais à l'instant du podium de la relation client de TNS Sofres et Bearing Point. En fait, ce qui fait la différence, c'est la conviction au plus haut niveau de l'entreprise. Et la culture de l'entreprise. Hein. Quand le patron d'Amazon France, qui d'ailleurs vient de partir, a quitté ses fonctions, enfin, il a témoigné il y a quelques semaines, il parle d'abord de la culture d'entreprise et de la conviction des dirigeants, et de la conviction de Jeff Bezos. Bon, il n'y a pas qu'on parle toujours d'Amazon, mais en France, il y a aussi, on peut parler d'Auchan, on peut parler de Leroy Merlin, on peut parler de Decathlon, on peut parler de Nespresso, autant d'entreprises qui ont la chance d'avoir et des actionnaires et des dirigeants qui sont convaincus qu'il faut avancer, qu'il faut davantage s'intéresser aux clients et puis en symétrie s'intéresser tout autant aux collaborateurs. Alors ça c'est un vrai challenge où effectivement les débats seront largement ouverts, j'imagine. Alors il y a aussi, alors je reprends mon programme dans le détail, il est en cours de publication sur le site de Stratégie Client. Il y aura donc une plénière que j'aurai la chance d'animer, parce que vous savez que c'est ma passion. L'engagement des collaborateurs, vecteur de satisfaction et d'enchantement client. Donc on est vraiment dans la symétrie des attentions, hein, le concept à la fois le plus ancien, le plus simple, mais le plus subtil du monde, hein, c'est de se dire qu'un collaborateur satisfait fera un client satisfait de la même façon. C'est que la qualité de la relation client doit être égale à la qualité du management. Donc pour ça, il y aura plusieurs témoignages. Il y aura Aude de Laval, qui est la nouvelle directrice de la relation client de Conforama qui s'est engagé aussi dans une démarche de progrès dans ce domaine. Il y aura Rémi Pernaud, qui est le directeur de la relation client et opération marketing du groupe Cégide, qui est un grand champion français de la vente de logiciels, hein, qui est un groupe basé à Lyon et dirigé par Jean-Michel Aulas. C'est une très belle entreprise qui a fait d'ailleurs... a fait vivre la symétrie des attentions. C'est-à-dire qu'ils ont lancé un programme qui s'appelle Customer Power, mais aussi un programme qui s'appelle Kiffe ta boîte. Donc avec la rénovation de leurs 46 agences partout sur la planète, de nouveaux bureaux à Paris, puis une vraie démarche de progrès en se basant sur une étude de satisfaction des collaborateurs. Et puis le Customer Power, c'est aussi un programme d'amélioration de la relation client. Donc voilà les deux leviers pour une entreprise qui est dans le B2B. Et puis troisième grand témoin de l'engagement des collaborateurs, c'est le directeur général de Starbucks France, Olivier de Mendes, qui viendra aussi parler de ce sujet. On sait que ça fait aussi partie des convictions de cette entreprise. Donc voilà pour la partie relation client à la frontière de la gestion des ressources humaines, parce qu'on sait que c'est absolument capital. Oui, ça là-dessus, tu prêches un converti. Et c'est vrai que un mot sur ta conviction profonde qui est best service is no service. Oui, alors qu'est-ce que ça vient? Alors le best service is no service, ça vient du titre d'un livre de Bill Price. Oui. Qui a été le premier vice-président relations clients d'Amazon, d'ailleurs qui vient de sortir un nouveau livre que je suis en train de lire. Mais le best service is no service, c'est se dire que le postulat, c'est que le client ne se lève pas le matin en se disant je vais contacter le service client, ça ne lui fait pas plaisir en général. Donc ce qui veut dire qu'il faut lui simplifier la vie, il faut faire en sorte que jamais il n'est à recourir au service après-vente, au service client. Il faut que ça marche. Donc, et c'est tout le principe d'Amazon. Hein. Amazon a conçu ça comme ça. C'est pour ça que Bill Price en parle très bien. Alors cette formule best service is no service. Alors le meilleur service, c'est pas de service du tout. Bon. C'est qu'il n'y a pas besoin de service. Ouais, pas besoin de service. En l'occurrence, c'est ce qui veut dire le meilleur service en fait. Oui, le meilleur service, c'est celui où le client ne se rend même pas compte des coutures, des silos, a une expérience qui est plutôt fluide et qui lui permet de gérer ses problèmes tout seul, d'avoir à commander en un clic, d'avoir toutes les options possibles de retourner un produit, etc. etc., etc.
Donc ça aujourd'hui, c'est une très bonne question parce que c'est une grande question pour nombre d'entreprises. On voit que les clients ne sont pas encore assez autonomes. Il y a une étude de Eptica qui fera partie des entreprises présentes sur ce salon, une étude d'Eptica qui disait que par exemple 49% des questions de clients sur internautes sont restées sans réponse. C'est-à-dire que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore pris en compte le fait que les clients ont besoin d'être autonomes à certains moments de leur vie. Enfin, les moments, et c'est simple, hein, le dimanche soir à 22 h, je veux savoir à quelle heure on ouvre la boutique demain, et éventuellement si le produit, le petit pantalon sympa que j'ai vu dans un magazine féminin, est-ce qu'ils l'ont dans ma bonne taille demain dans la boutique qui se trouve à côté de ma station de métro ou, voilà, donc des questions qui pourraient avoir des réponses, de la même façon dans tous les secteurs d'activité, hein, l'assurance, la banque, on a parlé de la distribution, mais dans de nombreux secteurs, le client n'est pas assez autonome, il n'a pas de réponse toute simple à ces questions de base. Donc aujourd'hui, on ne traite pas ça suffisamment, et ça fait un lien directement avec l'effort et l'enchantement. On parle beaucoup de mesures de l'effort depuis quelques années. D'ailleurs, je trouve ça très significatif qu'on parle de l'effort aujourd'hui. Parce qu'on parlait uniquement il y a 10 ans de la mesure de la satisfaction, et puis ensuite on s'est mis à parler de la recommandation, hein, le fameux Net Promoter Score. On en a parlé au moment de l'émergence des réseaux sociaux et des médias sociaux. C'est-à-dire qu'on s'est dit, oulala, le point de vue des clients commence à devenir de plus en plus pesant sur ma réputation. Le consommateur est un média. Le consommateur intermédiaire, Internet devient une caisse de résonance planétaire, donc il faut garantir une bonne expérience pour garantir que l'expression du client sera positive. Donc on va mesurer les effets de ça, donc on va s'intéresser à la recommandation. Quelle est la proportion parmi mes clients de ceux qui sont des promoteurs, des ambassadeurs, qui sont capables de parler de moi en positif. Et puis maintenant, on voit arriver le Customer Effort Score. Alors, comme à chaque fois qu'on lance un nouvel indicateur, eh bien, tout le monde dit est-ce qu'il doit remplacer la satisfaction, est-ce qu'il doit remplacer la recommandation, etc. Non, en fait, il vient s'ajouter. C'est un autre élément intéressant. Et là où je dis qu'il est très significatif, c'est que le Customer Effort Score, la mesure de l'effort client, c'est-à-dire la réponse à la question quel effort avez-vous dû faire pour, par exemple, déclarer votre sinistre automobile? Bon, voilà un moment de vérité, en l'occurrence un point du parcours client dans le domaine de l'assurance. Donc c'est très significatif parce qu'en fait on s'intéresse sur le parcours du client. Et non plus la satisfaction suite à un appel téléphonique, la satisfaction suite à une visite en magasin, mais on parle bien de l'histoire du client entre un point A, j'ai un problème, et un point B, mon problème est résolu. Donc c'est très significatif. Donc il y aura une table ronde sur ce sujet qui s'appelle résoudre l'équation effort-enchantement. J'aime bien opposer ces deux notions d'effort client et d'enchantement parce que c'est une espèce de tension qu'on peut connaître au sein des entreprises. On se dit d'un côté on vous dit il faut réduire l'effort, puis de l'autre côté on vous dit il faut enchanter le client. Alors est-ce qu'on arrive à bien gérer les deux? En fait c'est cohérent, c'est que on imagine que si je réduis son effort, j'augmente son enchantement. Exactement. Est-ce qu'on peut Mais la question c'est ce qui n'est pas facile à faire, c'est jusqu'à quel point je suis prêt à consommer de la ressource pour augmenter la satisfaction. Nous, on parle de préférence, donc combien ça rapporte et combien ça coûte. Et c'est vrai que ce qui est très absent pour l'instant des débats, c'est les valeurs financières de la préférence. Bien sûr, et ça c'est un vrai bon grand thème chapeau, peut-être le thème de l'année prochaine, c'est-à-dire finalement que tout le débat sur la relation client atteigne la sphère financière, si on peut dire. Donc moi je serais ravi d'avoir une table ronde avec des directeurs financiers l'année prochaine. Donc qui parle de tout le retour sur investissement,
d'améliorer la gestion des réclamations, le retour sur investissement, de s'affranchir des scripts au téléphone, de ne pas mesurer le temps de conversation au téléphone. Donc autant d'indicateurs qui aujourd'hui pour certaines entreprises sont d'un autre âge et qui ne correspondent plus non plus aux attentes des clients et qui font encore très peur à beaucoup d'entreprises qui n'osent pas investir parce qu'elles ne savent pas exactement ce qu'elles auront au bout du compte. Donc ça pourrait être un bon thème. Alors pour revenir sur cette plénière résoudre l'équation effort-enchantement, donc l'animateur sera Laurent Garnier de la société KPM. Et les invités seront... alors il y aura le directeur général de Savelis, Éric Lestanguet, qui est aussi le président de l'Institut national de la relation client. Il y aura Lauric Guélon, qui est responsable des enquêtes clients chez BNP Paribas Cardiff. Et puis un tout autre point de vue, et j'aime bien cette confrontation, si je puis dire, il y aura Sixtine Davout, qui est directrice de la communication de Michel et Augustin. Donc on a... D'un côté, on va pouvoir opposer, si tant est qu'il y a opposition, la réduction de l'effort client et puis la recherche de son enchantement permanent. On va comparer des volumes aussi de traitement de clients, parce qu'entre Michel et Augustin et GDF Suez et Savelis, qui fait partie du groupe GDF Suez, il y a évidemment une différence de taille qui est considérable. Ça va être un beau programme, et avec... Alors, est-ce qu'en matière d'organisation, on est sur un schéma classique avec un pupitre, des intervenants et puis une séance de questions à la fin, ou est-ce que c'est plus collaboratif? Est-ce que le format évolue, ou est-ce qu'on est dans des choses que les gens connaissent bien? Est-ce qu'il y a des innovations à ce niveau? Il n'y a pas d'innovation sur la forme à proprement parler, si ce n'est évidemment, comme l'année dernière, une collaboration possible avec le public, c'est-à-dire les gens seront incités à poser leurs questions, celles-ci seront affichées et modérées. Et prises en compte par les animateurs qui les répercutent. Et prises en compte par les animateurs qui les répercutent immédiatement. Voilà. Et puis cette matière qui est aussi Twitter, qui est très, très intéressante. Donc l'animateur pourra à la fois suivre le fil Twitter de la conférence et puis s'appuyer sur l'outil qui va permettre d'envoyer des feedbacks. Et pour les malheureux qui sont retenus en province ou à l'étranger, etc., il y a une manière de se brancher à distance sur les conférences ou pas forcément? Pas forcément, pas en temps réel, mais par la suite? Oui, il y aura en tout cas, il y a des comptes rendus pour chaque plénière. Moi-même, sur mon blog, je me ferai fort d'essayer de faire des synthèses de chaque plénière. Je sais qu'il y a des interviews qui sont prévues sur place avec chacun des participants. Il y a beaucoup de conférences qui sont filmées, qui seront en plus mises en ligne ensuite. Oui, alors il faut aussi parler au-delà des plénières qui, elles, peuvent avoir une capacité de 200 à 300 personnes. Hein, généralement, les années précédentes, on a vu qu'on n'était jamais en dessous de 200-250 personnes à chaque fois, donc il y a un fort intérêt pour les plénières. Il y a aussi des conférences thématiques qui, elles, sont animées par les exposants qui ont la possibilité de creuser un sujet en particulier qui est au cœur de leur proposition et de leurs compétences, avec un grand témoin, souvent un de leurs clients. Donc c'est aussi une bonne occasion de donc en gros, combien de conférences, combien d'ateliers sur 3 jours? Rappelons les dates quand même. Alors, du 14 au 16 avril 2015 à Paris, porte de Versailles. Donc, les détails sont sur le salon Stratégie Client, sur le site du salon. Il y aura 7 grandes plénières et puis des dizaines d'ateliers et conférences qui seront animées par tous les exposants. Il faut s'inscrire à l'avance, on peut s'inscrire sur place. On peut s'inscrire dès aujourd'hui. Donc, on est là... 17 mars, hein, le jour de cette interview. Je crois qu'on peut s'inscrire dès aujourd'hui. Le programme complet d'ailleurs des conférences est en ligne. On peut déjà se préenregistrer pour les conférences et puis passer un bon moment, apprendre, réseauter. Je pense que c'est très important pour les entreprises aujourd'hui de pousser les portes de l'entreprise, d'ouvrir les fenêtres, d'aller voir ce qui se passe ailleurs,
moi qui suis depuis des années, j'ai un parcours, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, aujourd'hui je fais du conseil, mais je vois que beaucoup d'entreprises ne regardent pas ce qui se fait ailleurs, tout simplement, hein. Ne lisent pas assez de livres, ne vont pas lisent pas assez de blogs, n'assistent pas assez de conférences, ne vont pas assez de salons, parce que ça aide à s'aérer la tête. On passe une journée en dehors de son bureau, puis on rencontre des gens, on remet en question ses certitudes, et puis on discute. Et puis il y a aussi une soirée. Et puis il y a la soirée des Vénus, effectivement, des trophées qui aura lieu le 15 au soir, entre 17h et 19h, si je ne m'abuse. Donc, où un jury va récompenser un certain nombre d'innovations, entre autres dans le domaine de la relation client. Je pense que si après ça on n'a pas envie d'y aller, c'est qu'on est vraiment des couche-tôt, quoi. Oui, en fait, il faut vraiment. Moi, je suis depuis toujours. Hein, j'ai toujours assisté à tous les salons, toutes les compétences. Lorsque j'étais débutant, pour moi, c'était une respiration. J'avais même du mal à convaincre mon patron à l'époque, il y a 20 ans, de me laisser y aller. Et puis après, je me suis toujours souvenu que quand mes collaborateurs rechignaient ou alors l'avaient pas mis sur leur agenda, je les envoyais directement voir au salon pour ce qu'il faut peut-être aussi grandir. Ce qu'il faut préciser, c'est que chaque année, il y a des stands avec les régions qui sont présentes avec leurs offres pour ceux que ça peut intéresser, comme des acteurs étrangers ou des intervenants institutionnels étrangers qui viennent présenter les offres des différents pays, francophones ou non francophones, qui permettent et puis des acteurs, des supports, de presse, etc. Donc c'est tout l'écosystème qui en fait est présent au sens large, au-delà de l'aspect franco-français, il est vraiment international. Donc c'est un bon salon, il faut y aller. Exactement. Merci Thierry. Merci de cette interview, Emmanuel. À bientôt.